Bonsoir à tous, merci de vous être connectés pour notre Facebook Live ce soir avec Nicolas. Nous sommes très heureux de vous accueillir avec nous et de répondre à toutes vos questions en toute transparence et sincérité. Donc, ne vous inquiétez pas de notre proximité. On a été testé ce matin, donc on est tous les deux négatifs au Covid. Donc, soyez pas surpris qu'on soit aussi proches. Voilà, donc maintenant, on est entraîné, on attend 20h30. Pour l'instant, il n'y a personne de connecté. Donc, il est tout juste 20h30 ou pas tout à fait 20h30. Nous voyons déjà qu'il y a quelques personnes de connectées. Nous allons attendre, voilà, faire patienter le temps des connexions. Nicolas, tu veux parler de... On va attendre 2 minutes. Oui, comme tu veux. Ok. Mais, 20h30 pile. 20h30 pile. Ok. Donc, nous voyons peu à peu les connexions. On va attendre un tout petit peu avant de se lancer. Voilà. Et on vous voit commencer à arriver les uns après les autres. Mhm. On peut attendre 20h32 peut-être. Elle dit 20h30 pile. On attend 20h32. Oui, comme ça. Il est que 29. 29. Ça monte, ça monte. Allez, on y va, non? Il n'est pas encore 30. Il est 30. Il est 30. On a encore 2 minutes. Ouais, ça commence ça se connecte. Bon. Je pense qu'on peut y aller peut-être, non? On commence depuis le début pour peut-être. Allez. Allez, on y va. Allez, on y va. Donc, merci à tous de vous connecter au fur et à mesure ce soir pour notre Facebook Live avec Nicolas. Nous sommes heureux d'être parmi vous pendant 1h30 pour répondre à toutes vos questions. L'objectif, déjà pour commencer, soyez pas surpris qu'on soit aussi près. On a été testé ce matin, on est tous les deux négatifs. Donc voilà la raison de notre proximité à l'écran. Donc, comment va se passer notre Facebook Live? Nous ne vous voyons pas. Vous nous voyez à l'écran, mais nous ne vous voyons pas. Euh, pour communiquer. Donc vous nous allez... Comment va se passer notre Facebook Live? Donc pour nous poser des questions, vous nous posez vos questions en commentaire et nos équipes qui sont en face de nous transmettront les questions au fur et à mesure. Nous ne les voyons pas en direct. Par contre, vous pouvez aussi réagir avec des cœurs, des likes. N'hésitez pas à intervenir. Le but de ce Facebook Live, c'est d'avoir un échange le plus direct possible. Donc n'hésitez pas à intervenir, à vous poser des questions, c'est le but. Si jamais une des questions se passe à la trappe, c'est-à-dire que vous l'avez posée et qu'on n'y a pas répondu, ce qui peut arriver, ne vous inquiétez pas, laissez-nous vos mails et on vous enverra une question écrite dans les jours qui viennent. Alors, dans un premier temps, nous allons nous présenter. Donc, Patricia Corchef-Lambert, je suis ringissoise, j'ai 49 ans, j'ai 2 fils de 14 ans et 17 ans.
Sur la ville de Rungis, je suis premier maire adjoint en charge des ressources humaines, de l'emploi, des relations extérieures et du jumelage avec l'Angleterre que j'ai créé avec la ville de Stansted-Montfichet et dont je suis la présidente du comité. Nicolas Trisna, moi je suis thiésien, je suis adjoint au maire depuis les dernières élections. Je suis en charge notamment du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, de la jeunesse et de la transition écologique. Et je suis donc, comme Patricia, conseiller sortant, conseiller départemental. Au département, je fais partie de la 5e commission, la commission des collèges. Pour ma part, moi je suis membre de la commission des finances et des affaires générales. Ok. Donc, si pendant le live vous êtes déconnecté, vous pouvez vous reconnecter et le live sera retransmis sur les réseaux. Ensuite, vous pourrez le revoir si vous ne le voyez pas entièrement ce soir ou pour plus tard. Voilà. Voilà, on espère que ça vous convient comme fonctionnement pour la soirée. Vous commencez à être un peu nombreux à vous connecter, donc on va commencer avec les premières questions. Et surtout, n'hésitez pas vraiment à mettre tous vos commentaires. Nous sommes vraiment là pour vous et pour être en toute transparence et sincérité avec vous. Allez, on est parti. Donc là, on commence par les questions par mail. Voilà, les questions par mail. Donc, le conseil départemental 94, dernier en classement pour l'écologie, pourquoi? Je réponds, Nicolas? Vas-y. Allez, j'y vais. Donc, c'est pas quelque chose qu'on... oui, c'est vrai, nous sommes le dernier en écologie. L'équipe qui dirige le département actuellement, la majorité, nous, Nicolas et moi, sommes dans l'opposition, la minorité. Donc, l'équipe en place depuis 46 ans a un bilan qui fait que le département est 95e sur 95e aujourd'hui. Donc c'est malheureux, c'est triste, mais le département de Val-de-Marne est le dernier classé en termes d'écologie. Pour plusieurs raisons, et nous essaierons, nous, si nous remportons ce département, de remédier à cela. La première des choses est qu'ils ont coupé quand même 2153 arbres en 6 ans, alors que notre département de notre même sensibilité voisin en implantait la même somme, la même quantité, 2352. Euh, donc cela, nous y remédierons en plantant 50 000 arbres. Nous nous engageons à planter 50 000 arbres sur le département du Val-de-Marne si nous sommes élus. Nous avons aussi tout un programme écologique, bien sûr, avec 100% de produits servis aux scolaires, aux collégiens du circuit court, locaux, dont 50% de produits bio. Nicolas, tu veux compléter Oui, juste rajouter un petit détail sur l'écologie. Le Val-de-Marne, qui est donc géré par la même équipe depuis 46 ans, a quand même attendu la dernière séance du dernier conseil départemental de la mandature, c'est-à-dire il y a quelques semaines, pour décider de nommer 5 nouveaux espaces naturels sensibles, ce qui veut dire simplement augmenter quasiment un tiers le nombre d'espaces naturels sensibles, ce qu'ils n'ont jamais fait en 40 ans. Donc on se rend compte que vraiment l'écologie, nous on veut la faire, eux ils en parlent, mais ils ne font pas grand-chose. Voilà. Et l'écologie, on la retrouvera partout, aussi dans les collèges. Nous en parlerons plus tard quand nous parlerons des collèges, au niveau des routes, nettoyer les routes départementales qui sont pour le moins voilà, sales et lancer des programmes de nettoyage. Voilà. Nous aurons vraiment un programme écologique ambitieux. On peut passer à la question suivante, je pense. Question technique. Quelle est la date du prochain budget supplémentaire? Comme vous l'imaginez, si tout va bien, on sera élu le 27 juin prochain. L'élection de la nouvelle majorité du président et des vice-présidents seront dans la semaine qui suivra. Ensuite, on va voir ce qu'il y a dans les placards. Et en clair, on ne sait pas exactement ce qu'on va découvrir après 46 ans de gestion. Donc l'objectif, c'est qu'à partir de ce qu'on verra, on peut penser qu'en octobre, on pourra voter un budget supplémentaire permettant de corriger le budget punitif qui a été voté en début d'année. Alors, quel coût sur le développement de la transition écologique dans un département déjà fortement endetté? Alors, bien sûr, nous ne pouvons pas vous répondre maintenant. Quand nous arriverons, si nous arrivons aux commandes du département, nous ferons bien sûr un état des lieux
un audit. Comme vient de le dire Nicolas, 46 ans, la même équipe. Nous ferons vraiment un audit complet, mais l'écologie ne sera jamais une variable d'ajustement. Et c'est suffisamment crucial pour ne pas voilà, lésiner sur les dépenses en termes d'écologie, surtout que l'écologie pourra aussi nous faire gagner Oui, avec... puisque, comme vous le savez peut-être, avec la réforme de la fiscalité, on n'aura plus aucun impôt dynamique pour le département. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on trouve des moyens de gagner de l'argent. Et en fait, on a trouvé un moyen qui est à la fois écologique et qui peut nous rapporter de l'argent, c'est de faire des panneaux photovoltaïques. Je m'explique. On a environ 107 collèges, enfin on a 107 collèges dans le département, on a des PMI, on a des bâtiments départementaux, on a beaucoup de bâtiments qui sont majoritairement des bâtiments en toit terrasse, donc plats, qu'on peut utiliser et sur lesquels on peut installer des panneaux photovoltaïques. Et l'objectif, c'est de faire du Val-de-Marne la première ferme solaire d'Île-de-France. Et d'utiliser donc ces toits pour récupérer de l'argent, pour récupérer d'abord de l'énergie propre, et puis ensuite de vendre cette énergie et de récupérer de l'argent. Donc c'est à la fois écologique et intéressé. Ça, c'est pour Nicolas. Donc, question suivante, à laquelle j'ai quasiment déjà répondu, qui était que pensez-vous faire pour arrêter la hausse des impôts fonciers? Et bien en fait, on va les arrêter par obligation, c'est qu'on n'a plus d'impôts fonciers dépendant du département, puisque avec la réforme de la fiscalité, la part, alors, vous savez, pour les impôts, vous avez la taxe d'habitation, la taxe foncière, avec aujourd'hui un taux fixé par la commune et un taux fixé par le département. La partie fixée par le département va être réintégrée par la commune. Et de fait, le département n'aura plus d'impôt direct et de taux direct d'imposition. Donc en réalité, on n'aura pas d'augmentation d'impôts parce qu'on n'aura plus les moyens, on n'aura plus les manettes. Tu veux que je lise la question, Nicolas? Si tu veux. Alors, je la lis, mais c'est pour toi. Sur la proposition 10 de votre programme sur les délais des traitements des demandes déposées auprès de la MDPH 94, comment comptez-vous faire pour diviser par 2 les délais? Les dossiers seront-ils traités sans rogner sur la qualité de traitement par les personnes qui travaillent à la MDPH? Alors peut-être déjà dire, Nicolas, la MDPH, peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est que la MDPH. La MDPH, c'est la Maison départementale des personnes handicapées, qui est totalement une compétence du département. Faut voir de où on part. Aujourd'hui, par exemple, sur deux prestations données par la MDPH, par exemple la PCH, c'est-à-dire la prestation de compensation du handicap, ou l'AH, qui est un peu plus connu, qui est l'allocation adulte handicapé, dans les deux cas, eh bien, on a une moyenne nationale, et puis on a la moyenne dans le département du temps de traitement d'un dossier. Il faut bien voir que dans le Val-de-Marne, on traite pour la prestation de compensation handicap il faut environ 9,4 mois, donc quasiment 9 mois et demi, quand en France, il faut environ 6 mois. C'est déjà énorme 6 mois. Mais dans le Val-de-Marne, on est quasiment à 50% de plus. De la même manière, pour l'allocation adulte handicapé, même chose. En moyenne, on est autour de 5 en moyenne en nombre de mois, et on est autour de 7 pour le Val-de-Marne. Il faut bien voir que ensuite il y a une deuxième question. La première question, c'est une question de délai. La deuxième question, c'est aussi une question de manière de gérer les personnes qui en ont besoin. Et le vrai souci, c'est qu'on a quand même des retours récurrents. Je crois qu'on a tous eu des dossiers à gérer de personnes qui ont regretté la manière dont ont été gérée la manière de gérer le handicap. Les services ne sont pas forcément hyper, j'allais dire compatissants, tout au moins forcément à l'écoute. Et quand on souffre de handicap, on a surtout besoin d'être accompagné, et c'est souvent cet accompagnement qui manque. C'est bien, je pense que tu as Voilà. répondu, Je pense que Nicolas. j'ai répondu. On essaiera de déjà diviser dans un premier temps les délais par 2. Hein, et encore une fois, un état des lieux, un audit de l'état du département que nous découvrirons après 46 ans par la même équipe. Qui commence à le comprendre. Alors, question suivante, on y va? Est-ce que si c'est moi qui te pose la question? Vas-y. Que comptez-vous faire pour améliorer la qualité de la cantine du collège de Rungis? Alors ça, c'est un sujet qui me va droit au cœur. Avec Nicolas,
Franchement, ça a été une histoire depuis 6 ans que je suis élue au département avec Nicolas, que nous sommes élus ensemble. La qualité de la cantine du collège de Rungis est vraiment très mauvaise. On peut dire le mot très mauvaise. Euh, Nous avons fait un état des lieux. Cette cuisine de Rungis est livrée par la cuisine centrale de Fromont à Fresnes. Donc la nourriture arrive de Fresnes à Rungis. Parfois pas assez cuite, ou trop cuite, ou baignant dans l'eau, ou il manque des choses. Enfin, c'est une catastrophe. Alors avec Nicolas, on a obtenu des petites choses, mais juste des petites choses, euh, des fonds d'épicerie, un nouveau four, mais ça reste quand même vraiment pas à la hauteur, pas bon. Aujourd'hui, nous avions proposé avec Nicolas, à la vice-présidente en charge des 107, des collèges, des cantines des collèges du département, de faire la fabrication à Rungis. Cela nous a été refusé. Demain, si nous gagnons le département, le maire de Rungis, Bruno Marcillo, m'a déjà accordé cela pour nos collégiens du collège de Rungis. La nourriture sera fabriquée en face du collège par la ville, dans la cuisine centrale de notre ville, de l'école des Sources, où sont déjà fabriqués les repas pour les 2 écoles élémentaires de Rungis et les 2 écoles maternelles de Rungis, ce qui fait que les petits Rungisois retrouveront la même qualité que quand ils étaient à la maternelle et à la crèche et au primaire. Vraiment, nous nous y engageons et merci à Bruno Marcillo de faire ça pour les collégiens du collège de Rungis. Là, on ne peut pas faire mieux que si on est élu, ça sera le top. Je pense que j'ai répondu. Pour Nicolas, que pensez-vous faire pour assurer la sécurité dans les villes du Val-de-Marne, Nicolas? Alors, il faut bien savoir que déjà, la première réponse qu'on pourrait nous faire, c'est que la sécurité, c'est pas une compétence du département. C'est la réponse facile, c'est la réponse de la majorité actuelle depuis 50 ans. Sauf qu'on peut trouver des moyens pour assurer la sécurité. Parce que la sécurité, c'est vraiment, pour nous, quelque chose de très important parce que c'est la base du cadre de vie. Pour améliorer le cadre de vie, si vous n'êtes pas en sécurité, vous ne pouvez pas profiter de votre lieu d'habitation, de votre lieu de vie. C'est pour ça, par exemple, que nous proposons de faire un peu ce que la région a fait à un autre niveau. L'idée, par exemple, c'est de soutenir l'installation et de financer l'installation de caméras de vidéoprotection sur les voies départementales. En effet, il arrive des choses qui paraissent complètement absurdes. C'est que, par exemple, dans la ville de Thiers, que je connais bien, eh bien, vous avez des voies départementales qui traversent la ville sur lesquelles il n'y a pas de caméra. C'est-à-dire que toute la ville est surveillée, sauf les voies départementales, parce que le département ne veut pas. Ce qui est complètement ahurissant. Donc ça, nous, notre engagement, si on arrive au département, c'est clairement de permettre de travailler avec les communes pour installer des caméras sur les voies de vidéoprotection, sur les voies départementales et de mettre de la vidéoprotection. Et dans les collèges aussi, Nicolas. Dans les collèges aussi, parce que de la même manière, ça on l'a vécu, Oui. On l'a demandé, quand il y avait des problèmes par exemple, au collège Liberté, si je me mémoire, il y avait des problèmes de vol de vélo, et bah, quand on a demandé l'installation de caméras, on nous a dit non, c'est pas possible. Donc ça a été un long combat aussi à l'époque. Et c'est vrai que très régulièrement, la majorité, pour des raisons purement idéologiques, considère que c'est pas une bonne idée, sauf que ça marche. Aussi des brigades dans les collèges, ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur, créer des brigades de prévention dans les collèges qui pourront intervenir rapidement en cas de problème dans les collèges. Voilà, la sécurité pour les jeunes au quotidien. Sachant que Valérie Pécresse, pour la région, l'a fait dans les lycées, et ça marche tellement bien que ceux qui n'en voulaient pas il y a 6 ans disent que finalement elle ne va pas assez vite. Ce qui prouve à quel point ça marche. Et nous, on prend la même chose dans les collèges. Oui, alors vous nous entendrez parler plusieurs fois de Valérie Pécresse ce soir, qui est notre présidente de la région Île-de-France, et nous faisons une campagne commune avec elle. Donc ensemble, on est plus fort. Valérie Pécresse, qui gère très bien la région depuis des années, si nous gagnons le département, qu'elle gagnera à nouveau la région, nous serons encore plus forts, région et département, ensemble, pour nous tous au quotidien. Nicolas. Alors, une question. Je la lis. Comme tu veux. Allez, je la lis. Les personnes en situation de handicap dans le Val-de-Marne subissent un délai d'attente important dans la prise en charge de leur situation. Que comptez-vous faire pour améliorer cela? Tu as déjà un petit peu répondu, Nicolas. Mais bon. Mais j'ai même déjà totalement répondu en fait. Totalement répondu. La question est déjà. Je crois qu'on l'a déjà répondu, celle-ci.
Je crois qu'il y a un mélange dans les fiches. C'est les jeux du direct. Euh, les questions suivantes. Quel dispositif envisagez-vous pour aider les Val-de-Marnais dans leur recherche d'emploi? L'idée, c'est... là, on est au sens même de notre différence avec la majorité actuelle. Et on est au cœur du sujet. La majorité actuelle a une vision du monde, ou tout au moins du Val-de-Marne, considérant que quand vous êtes dans une situation sociale difficile, vous l'êtes pour toujours. Et on est là pour vous aider en vous apportant une aide pour votre vie entière. Nous, notre idée, c'est quand on est dans une situation difficile, il faut que la collectivité vous aide pour vous en sortir. Et l'objectif, c'est de vous aider autant que possible pour vous en sortir par vous-même et de vous accompagner à vous en sortir. C'est vraiment une différence majeure entre eux et nous. Et pour l'emploi, c'est exactement ça. Notre objectif, c'est faire ce qu'a fait par exemple le conseil départemental de l'Essonne en créant un kit de retour à l'emploi. Le kit de retour à l'emploi, c'est quoi? C'est, vous voulez vous relancer dans l'emploi, eh bien on va vous aider avec, en subventionnant la garde de vos enfants, en vous aidant avec une prime pour l'habillement, en vous aidant avec des formations. Un ensemble de dispositifs permettant facilement de retrouver un emploi et ensuite de pouvoir en vivre dignement. Et c'est vraiment ça le sens de notre engagement. Alors, il s'appellera le kit du retour à l'emploi. Hein, c'est acté, kit du retour à l'emploi. Prenant, voilà, comme le dit Nicolas, chèque pour les restaurants, pour s'habiller, pour garder les enfants. Voilà, apprendre à avoir à nouveau confiance en soi et avoir envie d'aller travailler et retrouver l'estime de soi. C'est déjà beaucoup quand on est en recherche d'emploi. Voilà, avoir envie. Et nous vous aiderons à avoir envie en vous finançant ce retour à l'emploi. Pensez-vous qu'il y aura une augmentation d'impôts? Ça, c'est une question. Et c'est déjà une question. Alors, c'est déjà une question à la question. Oui, qu'on a mais répondu. c'est pas grave, quand même. Les gens demandent encore, Alors, donc voilà. Donc, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, puisqu'il n'y a plus d'impôts gérés par le département. Non. Donc, c'est une promesse, on n'augmentera pas les impôts, parce que de toute façon, on ne pourra pas les augmenter même si on voulait. Peut-être que ce sont des personnes qui arrivent après que tu aies déjà répondu, qu'on ait déjà répondu, donc c'est pas grave, Donc, donc voilà. on va répéter. En résumé, eh ben, je recommence mon Voilà, explication vas-y, sur les taux. répète. En gros, avec la suppression de la taxe d'habitation, les mairies ont perdu un apport fiscal. Donc, le département qui avait une partie de la taxe foncière perd cette partie du taux de la taxe foncière. Et en échange, les départements vont vivre de différents moyens directement donnés par l'État, notamment une part de la TVA, mais ils n'auront plus une fiscalité propre et donc on ne votera plus un taux d'imposition, donc on ne pourra plus de toute façon, les impôts, on n'aura plus la main sur les impôts. Est-ce que ce coup-ci je suis clair? Est-ce que tout le monde a compris? Dites-nous dans les commentaires, hein, n'hésitez pas. Ah, avez-vous une action de rénovation et de création de nouveaux collèges? Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, dans le Val-de-Marne, il y a 107 collèges. 107 collèges. L'équipe actuellement en charge du département avait promis la construction et la rénovation de 30 collèges. Seulement 13 ont été réhabilités. Et donc, déjà, on essaiera d'aller jusqu'aux 30, hein, de passer de 13 aux 30, faire le travail qui n'a pas été terminé. Nous ferons bien sûr un audit complet de la situation. Bon, sur les collèges, on a énormément d'idées. L'avenir, nos jeunes, de la 6e à la 3e. Avec Nicolas, déjà, pendant notre mandat, on a fait des choses. Dernièrement, le dernier vœu que nous avons passé au département était le vœu, et qui a été voté à l'unanimité, de redemander des visites médicales dans les collèges. À notre époque, tous les ans, nous avions une visite médicale au collège. 6e, 5e, 4e, 3e, on nous faisait un bilan des vaccins, un bilan de la santé. Aujourd'hui, il n'y a plus de visite médicale dans les collèges. Parfois même plus d'infirmières, ni de médecins scolaires. Il se passe tellement de choses quand on entend tous les jours ces violences, les incestes, les violences sur les enfants. Vers qui ces enfants peuvent-ils aller quand ils subissent des violences chez eux? Nous émettons le vœu et nous ferons tout pour que ces visites médicales aient à nouveau lieu dans les collèges. Des enfants qui ne sont pas testés au niveau de la vue, au niveau de l'audition, qui sont mal en classe parce qu'ils entendent mal, ou qu'ils voient mal, ou qui ont d'autres troubles, les troubles 10, des fois qu'ils ne se voient pas,
hein, des TDA sans hyperactivité et toutes sortes de troubles 10. Là, je peux vous parler pendant des heures parce que je suis maman et voilà. Et ces jeunes-là, je les connais tous, je les connais bien. Et avec Nicolas, c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur d'aider ces jeunes avec ces visites médicales que nous aimerons vraiment remettre en place. Qu'avons-nous fait encore? Les ordivales, les jeunes, nous leur donnons un ordinateur quand ils rentrent en sixième au collège, le département, et nous avons fait en sorte avec Nicolas que cet ordinateur, en classe de troisième, ils ne le rendent pas, qu'ils le gardent. Certains enfants, en termes de numérique, dans le Val-de-Marne, sont complètement déconnectés. Parfois, cet ordinateur est le seul de la maison et qu'ils aient leur ordinateur à eux, surtout avec ce qu'on a vécu, la période de confinement avec les cours en ligne, c'était vraiment crucial, voilà, de mener cette action-là. Quoi encore vous dire? Il y a tellement à dire sur les collèges. Nous allons créer des îlots de fraîcheur, de la végétalisation dans le programme écologique. Parfois, dans certains collèges, il fait une chaleur insupportable en classe. Les enfants ont besoin de verdure, ont besoin de s'épanouir dans les cours avec des îlots de fraîcheur, de la végétalisation, des arbres, des plantes, très important, surtout nous en ville. Quoi encore? Le programme commun avec Valérie Pécresse. Valérie Pécresse a mis dans les lycées des distributeurs de protection pour les jeunes filles gratuites. Et nous le ferons aussi dans les collèges. Malheureusement, aujourd'hui, certaines jeunes filles n'ont pas les moyens de pouvoir s'acheter des protections périodiques. Donc, nous mettrons des protections distributeurs gratuitement dans les collèges. Nicolas, si je dis des choses, vas-y, hein, Moi, je voudrais juste aide-moi. rajouter un petit sujet, Oui. c'est le suivi des travaux. Parce que ce qu'on a aussi vu, nous, dans nos mandats, depuis pendant tout ce mandat, c'est qu'en fait, il y a parfois des gros travaux dans les collèges, mais comme il n'y a aucun suivi réel, ben, il y a énormément de malfaçons qui sont jamais corrigées. Et donc, le département peut mettre beaucoup d'argent pour rénover, sauf que c'est mal fini, et finalement, bah, la situation après n'est pas meilleure que la situation d'avant. Je rappelle pour l'anecdote qu'au collège Albert Camus à Thiers, bah, ça a été tellement bien rénové qu'ils sont partis en vacances en oubliant de mettre une salle hors d'eau. Et quand ils sont venus de vacances, bah, il y avait 5 cm d'eau au fond de la salle. Ça nous a permis d'avoir une intervention un peu rapide et un peu énergique auprès de la majorité actuelle pour réparer, mais ils auraient simplement mis une bâche, il n'y aurait pas eu de problème. Mais ça, ils ne l'ont pas fait parce qu'il n'y a pas suivi de travaux. Alors, dans le canton, avec Nicolas, nous gérons les 6 collèges, donc les 3 collèges de Thiers, les 2 de Cheville-la-Rue et celui de Rungis. Et dans le Val-de-Marne, donc 107 collèges. Donc, un état des lieux en arrivant et tout ce qu'on vous a dit, peu à peu, nous le mettrons en place avec tous nos collègues. J'espère que je ne vais pas avoir été trop longue sur les collèges. Il y a de nouveau une question sur les impôts, sur la taxe foncière. C'est vrai que c'est compliqué, Nicolas. Toi, tu C'est maîtrises très bien pas, les finances, c'est pas de ma faute, hein, la réforme fiscale, elle vient pas de moi. mais c'est compliqué. Schématiquement, il y a 3 ans, vous payez tous la taxe d'habitation. Et pour les propriétaires, vous payez aussi la taxe foncière. La taxe d'habitation, elle est partie. Et normalement, en 2023, plus personne ne paiera la taxe d'habitation. Le problème, c'est que ce qui rapportait par la taxe d'habitation aux communes bah, est une perte pour les communes. Donc elle va être compensée notamment par la partie de la taxe foncière qui était donnée, qui était fixée par le département. Donc de fait, on donne cette partie-là aux communes. Donc le département ne l'a plus. Et donc en réalité, le département n'aura plus cet outil dynamique pour décider d'un taux de la part départementale de la taxe foncière, puisqu'il n'y en aura plus. Là, je ne recommencerai pas une 4e fois. Hein. Alors, concernant les recherches de stage pour les apprentis, quelle que soit la filière, BTS, alternance, que souhaitez-vous faire? Tu veux que je réponde? Commence et vas-y, je compléterai. Tu peux y aller. Alors, là-dessus, on va avoir un travail commun avec la région. L'idée, c'est qu'elle soit au collège comme au lycée, on va avoir un vrai accompagnement sur les stages, permettant réellement de leur tenir la main. Parce que souvent, aujourd'hui, c'est en clair, un jeune qui cherche un stage au collège ou au lycée, il demande un stage dans les boîtes de ses parents. Donc si ses parents sont dans une bonne boîte, bah, il a un stage sympa. Si ses parents sont dans une boîte moins sympa, bah, il n'a pas un stage très agréable. Et donc vraiment, l'idée, c'est de pouvoir les accompagner dans leur projet de stage pour avoir quelque chose qui correspond le plus à leurs envies. Voilà. C'est vrai qu'ensemble, on est plus fort et
Nous devons tous voilà, aller vers cela pour aider les jeunes avec les CIO. Nous avons la Cité des métiers aussi qui est gérée par le département, un endroit très intéressant pour les jeunes, la Cité des métiers. Souvent les gens ne connaissent pas ce dispositif qui est pourtant très très bien, un vrai lieu où les jeunes peuvent aller à la rencontre de personnes pour les écouter, les orienter et les aider. Voilà, dans ces recherches de stage et dans cette recherche d'orientation. Et l'idée aussi sur les recherches de stage, c'est de créer aussi une plateforme commune, Oui. département-région, permettant justement de condenser toutes ces propositions de stage pour que les jeunes puissent aller faire les stages qui leur conviennent. Peut-être aussi parler de le dispositif tremplin citoyen. Vas-y. C'est un petit peu le même, voilà, pour accompagner les jeunes Val-de-Marnais vers l'autonomie en finançant des projets. Des jeunes qui auraient des projets, le département pourrait, avec nous, les financer en échange, bien sûr, d'un peu de leur temps pour donner un peu de solidarité au département. Voilà. Donc les études, permis, installation dans le premier logement, voilà, on pourrait aider tous ces jeunes à l'autonomie. L'idée, c'est une sorte de gagnant-gagnant. Ils consacrent un peu de temps pour le département et en échange, le département les aide pour leur vie future. Voilà. Ah, ça c'est pour Nicolas. Quel est concrètement votre projet de transformation de la RD7? Alors, sur la RD7. Histoire. La RD7, vous savez, c'est l'ancienne RN7, la route nationale 7, qui est devenue la route départementale 7, qui a été totalement rénovée jusqu'à, pour les Thiésiens, au Bricorama, avec l'arrivée du tramway. Et puis, ça s'est arrêté là en 2013. Le département, depuis 2013, avec l'actuelle majorité, avait promis de suivre et de continuer cette rénovation jusqu'aux portes de l'Essonne. On en a beaucoup parlé, et en gros, ils ont vraiment lancé les travaux, bizarrement, il y a un mois. Alors, c'est des travaux que nous soutenons tous, quelles que soient les villes concernées, c'est-à-dire Rungis, Thiège, Cheville-la-Rue, Orly, parce que c'est vraiment pour nous extrêmement important de transformer cette départementale, qui aujourd'hui est une autoroute urbaine, en un vrai boulevard apaisé, avec non pas une opposition entre les moyens de circulation, mais des voies pour les vélos, des voies pour les voitures, des arbres, des places de stationnement, vraiment rendre ce boulevard apaisé, agréable, et créer en plus pour nous un lien entre les deux côtés du canton. Parce qu'aujourd'hui, entre Thiers et Chevilly, vous avez la rupture de l'RD7. Et l'idée aussi sera pouvoir de relier, par exemple pour les Thiésiens, d'aller à la Cité de la Gastronomie, qui sera de l'autre côté. Et de créer ces liens un peu plus forts entre nos deux villes qui aujourd'hui sont coupés par la RD7. Et nous les rendrons moins gris avec nos arbres. Contre la violence dans les collèges, prévoyez-vous un portique, détecteur d'armes, couteaux pour sécuriser et rassurer dans l'établissement? Ça, c'est... Pour l'instant, ça n'a pas été prévu pour nous. Soyons clairs, parce que le public des collèges n'est pas non plus le public des lycées, et la délinquance dans les collèges n'est pas tout à fait la même que la délinquance dans les lycées. Maintenant, rien ne l'empêche sur le fond. Si ça nécessite au cas par cas, dans certains collèges où il y a des vrais problèmes de délinquance, ça ne me semble pas totalement aberrant, loin de là. Alors, nous, nos 6 collèges, nous les connaissons très très bien avec Nicolas, puisque nous assistons à tous les conseils d'administration. Parfois, ils sont le même soir sur 2 collèges. Dans ces cas-là, nous nous dédoublons et nous avons vraiment des relations privilégiées et particulières et proches avec les principaux des collèges et les conseillers, les CPE. Nous n'avons pas à ce jour, sur notre canton, les 6 collèges, de problèmes d'armes ou de couteaux, donc pas nécessité à mettre sur ces portiques. Comme l'a dit Nicolas, un collège, c'est pas un lycée. Mais s'il faut au cas par cas, dans certaines situations, encore une fois, pas forcément dans notre canton, quoique, mais si la situation se pose, ça me semble, on n'a pas idéologiquement un blocage là-dessus. S'il faut, on le fera sans problème. Mais néanmoins, nos équipes de prévention et de vidéoprotection aideront peut-être à justement ne pas en arriver là. Avec la prévention, c'est tellement important, l'accompagnement. Alors, une grande question. Oui. On entend régulièrement que le retour prochain du fret ferroviaire aux mines de Rungis est l'aboutissement d'une demande de la majorité actuelle. Que répondez-vous à cela? Ça, on peut répondre très facilement. On a Patricia et moi, en 2017, si mes souvenirs sont bons, fait voter un vœu au conseil départemental parce que commençait à bruisser l'idée
que le mine de Rungis, enfin que le train Des des primeurs. primeurs n'arriverait plus dans le mine de Rungis. Donc dès 2017, on en a parlé. Juillet 2017, Nicolas, tu as préparé ce vœu. Ouais. Et qu'on a d'ailleurs fait voter à l'unanimité, avec un peu de difficulté d'ailleurs, mais on l'avait obtenu. Ensuite, il y a eu beaucoup de promesses, notamment de la part de l'État. Il y a eu une décision ahurissante qui est de supprimer le fret, qui est quand même un moyen écologique, enfin un moyen de transport écologique très peu polluant, qui aujourd'hui est remplacé par 150 camions au jour. Oui. Et grosso modo, depuis 2010, je crois que ça a été supprimé en fin 2017. Et depuis cette période-là, tous les 6 mois, on nous annonce que vous inquiétez pas, ça arrive. Hein. On en est au 4e ministre qui vient annoncer que ça va arriver. La majorité actuelle a beau parler beaucoup, concrètement, on n'a pas vu des choses avancer. Maintenant, on attend. Ce qui est sûr, nous, c'est que ce sera un enjeu certain, parce qu'on ne peut pas parler d'écologie comme on le fait, et ne pas avoir, dans le mine de Rungis, l'arrivée d'un train. Et vous comprenez bien que nous, étant vraiment sur le canton avec le marché international de Rungis, nous sommes vraiment préoccupés par ceci, puisqu'en effet, comme le disait Nicolas, ce sont 152 camions au jour qui arrivent. Imaginez 152 camions jour, c'est juste énorme en termes de pollution et en termes d'encombrement des routes. Notamment sur la RD7 dont on parlait il y a 2 minutes. Voilà. Avez-vous une action de rénovation et de création de nouveaux collèges, des brumisateurs dans les cours de collège? On a déjà répondu, mais peut-être que c'était des gens qui n'étaient pas connectés, donc on recommence. On peut répéter, le dire rapidement. Oui. Oui, donc bien sûr, nous ferons un audit de l'état des lieux des collèges. Bien sûr, dans notre politique écologique, nous mettrons en place de la végétalisation et des îlots de fraîcheur. La question, est-ce que j'ai répondu en disant ça? Des brumisateurs, oui, brumisateurs, végétalisation, et on va, de par contre, fraîcheur. on va faire un audit complet de tous les collèges pour voir l'état réel des collèges du département. Il y en a 107 aujourd'hui. Oui. On a l'objectif d'ailleurs d'en construire 4 de plus. Oui. Et vraiment de faire un état complet et une rénovation complète de tous les collèges à la fin du mandat. Voilà. Comme la région l'a fait pour les lycées. Voilà. Certains collègues de notre groupe nous disaient encore en début de semaine que des salles étaient vraiment... c'était une fournaise dans certaines salles. Ce n'est pas possible pour un enfant de passer 7 heures assis dans une salle avec une fournaise. Nous ferons vraiment l'état des lieux de tous les collèges. Mais ce qu'on a découvert quand même pendant cette période, pendant notre mandat, c'est que souvent des petits sujets qui ont l'air pour le département des tout petits sujets peuvent, mais cruellement, poser des problèmes pour la vie de tous les jours des collégiens. Bien sûr. Je ne sais pas si tu te souviens de cette histoire d'ascenseur à Albert Camus. Pendant 2 mois et demi, au collège Albert Camus, il y a une gamine qui a dû être portée sur 2 étages parce que l'ascenseur était en panne. Et bizarrement, quand on a appris ça et qu'on a appelé la direction du département, étonnamment, le lendemain, l'ascenseur était réparé, mais c'était prévu, bien sûr. Mais des interventions comme celle-ci, on en a fait beaucoup pendant 6 ans, bien sûr, pour améliorer le quotidien. Et la lenteur sera à revoir et le bon sens souvent aussi. C'est ça. On entend partout que toutes les listes ont sauvé les terres agricoles de Rungis, la plaine de Montjean. Qu'en est-il réellement? Ça, je suis très contente de parler de ce sujet. Alors, notre nouveau maire, Bruno Marcillo, que je salue et avec toute mon amitié ce soir, s'il nous écoute, pendant notre campagne des municipales de notre équipe de l'Ambition pour Rungis, nous avions affirmé avec Bruno Marcillo que nous envisagions de supprimer la seconde tranche de construction sur notre magnifique plaine verte agricole, poumon vert de Montjean à Rungis. Tout le monde nous disait que nous étions des menteurs, que c'était une promesse électoraliste, qu'on n'y arriverait jamais. Vraiment, c'était ça le constat. Et une fois élu, Bruno Marcillo a fait son job de maire en allant voir les instances compétentes préfets et en trouvant vraiment la solution. Et aujourd'hui, nous affirmons que ce poumon vert est préservé à Rungis, que cette plaine de Montjean, cette seconde tranche de construction n'aura pas lieu. Merci Bruno Marcillo pour vraiment toute l'énergie que tu as mis pour cela, mais nous avions aussi préparé ça pendant notre campagne municipale. Nous n'avions pas annoncé comme ça, comme un effet de baguette magique,
nous avions pris attache avec Bruno auprès des instances avant les élections et Bruno, une fois élu, a acté, a finalisé et a fait son job de maire. Voilà, donc c'est vrai. Alors, question suivante. Qu'est-ce qui peut être fait pour les jeunes de plus de 25 ans qui, suite au Covid, ont effectué une formation et qui ont besoin d'effectuer un stage pour confirmer leur diplôme? Là, la bonne réponse, c'est la réponse de la région qui a mis en place, alors je retrouve le terme exact parce que qui a mis en place un, je retrouve le terme exact Pendant ce pour pas temps-là, je dire peux de parler, bêtises. Voilà, Pendant ce temps-là, je vas-y peux parle parler. pendant que je cherche le Pendant terme. ce temps-là, je peux parler de Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, allez sur le site de la région. Tout ce qu'elle fait pour les jeunes, c'est juste formidable. Franchement, c'est une femme qui a mis en place des séances avec des psychologues en ligne sur les plateformes parce que ces jeunes souffrent énormément avec cette crise Covid. Euh, Elle a mis en place dans les lycées des distributions d'ordinateurs auxquelles on a participé aussi avec Vincent Jeanbrun. Un coucou à Vincent Jeanbrun également s'il nous écoute, notre maire de La les roses Nous avons distribué ça au lycée de notre circonscription. Euh, Elle a fait énormément de choses, elle fait énormément de choses et concernant ses stages aussi. Et voilà, j'ai trouvé le terme. Elle veut installer, et on soutient bien sûr, un revenu jeune actif. L'idée, c'est non pas de créer un RSA jeune, comme certains le proposent, mais au contraire, de faire confiance aux jeunes en leur donnant pendant 6 mois une somme, 4 000 euros, ce qui est quand même pas négligeable, leur permettant en échange qu'ils fassent une formation sur un emploi qu'ils cherchent à recruter. Et donc ils se forment, en échange, la région les paye et leur permet à la fin de ces 6 mois d'avoir une vraie formation sur un vrai métier qui recrute. Oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la région, il existe beaucoup de choses. Si nous remportons ce département et Valérie Pécresse, la région, nous ferons des campagnes communes de communication, peut-être aussi des livrets qui seront communs entre la région et le département, parce qu'il existe des choses, mais souvent les jeunes ne sont pas au courant de ce qui existe. Donc, les aider à avoir ce réflexe d'aller voir où se trouve l'information. Sachant que, comme vous le savez sans doute, l'emploi n'est pas une compétence du département, mais le social n'est pas une compétence de la région. Et donc en fait, nous, notre vrai boulot, ça va être de faire exactement ce que vient de dire Patricia, c'est-à-dire de créer ces liens entre l'aide sociale et l'emploi, Hum, et hum, de créer ce contact qui aujourd'hui est totalement refusé. Nous, on a un département qui dit hum, non. hum, hum. Quoi que propose quelqu'un qui n'est pas de sa couleur politique, ils disent non. Ben, nous, on voudrait dire oui. Voilà. Ensemble, on est plus fort. C'est vraiment le message qu'on veut vous dire aussi ce soir. On a de l'ambition pour le département et avec la région, le département ensemble, voilà, et faire des grandes choses. Et nos villes. Parce Voilà. que l'idée aussi, c'est que pour nos villes, travailler de concert avec le département, avec la région, c'est extrêmement important. Et avant que quelqu'un ne le reproche, il est évident que Cheville-la-Russe fait partie des 3 villes pour qui on travaillera. De la Bien même sûr. manière, comme on l'a toujours fait pendant tout notre mandat, on a travaillé pour les 3 villes sans distinction. On connaît bien sûr plus nos villes dont on est élu, mais on connaît très bien Cheville-la-Rue, on y est très souvent, et on travaille aussi pour les Chevilliers. Et nous avons des, des- des équipes sur place qui nous rapportent bien sûr les problèmes et nous allions faire des permanences à Cheville-la-Rue et nous connaissons Cheville-la-Rue. C'est les collèges pareillement. Question suivante. Vous posez tellement de questions qu'elle vous rappelle le temps de pouvoir la recopier. Ah, pouvez-vous expliquer pourquoi vous ne portez pas de masque? Les personnes viennent d'arriver, bien sûr. Donc en fait, on a été testé ce matin, et on est négatif. Et on s'est dit que c'était pas forcément super de l'amour de faire de passer 1 heure ensemble avec nos masques. Donc on était testé et on est négatif, donc on peut se permettre d'être un peu plus proche. Puis on passe notre vie ensemble, vous savez, alors. Et d'ailleurs, au passage, je vous signale quand même que ça fait aujourd'hui 1 mois qu'on est tous les soirs dans un quartier d'une de nos villes, et on est heureux de pouvoir, au bout d'1 mois, se dire qu'on a vraiment quasiment fait le tour de tout le canton. On vous a vu un peu partout, vous êtes venus à notre rencontre. On est au milieu de la campagne, mais on est vraiment content de cet moment d'échange qu'on a depuis maintenant plusieurs semaines. Oui, c'est un peu un retour à la vie normale de pouvoir venir vers vous et c'est pris comme tel. Donc on vous remercie parce que c'est vrai que nous sommes très bien reçus à chaque fois que nous nous déplaçons dans les villes et merci pour votre accueil. Jamais eu d'agressivité. La vie normale reprend. Alors, favoriser le sport pour tous les jeunes. Avez-vous des propositions, solutions? La discipline sportive
permet de contribuer à l'éducation des enfants et des jeunes afin de leur proposer des valeurs indispensables pour en faire des citoyens conscients et respectables. Malheureusement, certaines familles n'ont pas la possibilité financière de le proposer à leurs enfants. Que pouvez-vous envisager? Bien sûr, le sport, comme nous le disions tout à l'heure, le bien manger, le bien dormir, le bien faire du sport, le bien être aimé, le bien être accompagné. Voilà comment on construit un enfant heureux. Et le sport en fait partie. Aujourd'hui, les enfants passent tellement de temps, malheureusement de plus en plus sur les écrans. Ils sont assis en classe, ils ont besoin d'aller se défouler. Alors, concernant l'aide, bien sûr, le département aidera les jeunes dans le sport. Les associations sportives sont aidées par le département. Euh, dans toutes nos villes, il y a des associations sportives financées par les villes et le département aide aussi ces villes. Quoi dire de plus voilà, voilà, nous aiderons et nous aidons déjà les associations sportives. Et cela sera toujours l'essentiel, un essentiel aussi dans le département. Et on peut prendre aussi l'engagement réel qui ne pas continuer à diminuer les subventions faites au monde associatif. Parce que Oui, il y a 6 ans, la majorité actuelle a juré, a juré partout, vous inquiétez pas, on ne touchera pas aux subventions d'associations. L'association, c'est la vie de nos villes, donc on n'y touchera pas. Et ben, ils ont tellement pas touché que ils ont quand même perdu 7,7 millions de subventions au cours de la mandature. Je ne parle pas de 7,7 millions additionnés, hein. C'est tous les ans 7,7 millions de moins. Donc ça, nous, c'est un engagement très clair. Nous ne toucherons pas aux subventions d'associations actuellement. Les associations sportives qui font du travail, qui font vivre nos villes, continueront à être soutenues par le département. oui, et comme l'audit, le fameux audit, quand nous arriverons, si nous arrivons à la tête du département, un audit de toutes les associations qui sont financées par le département. Voilà, sont-elles vraiment ce qu'elles annoncent être et voilà, et le sport, bien sûr, sera Et j'en profite, comme on parle d'association, pour vous parler aussi d'une de nos propositions marquantes et importantes, qui est que, par contre, toute subvention donnée à une association par le département devra impérativement être liée à la signature d'une charte de la laïcité et des valeurs républicaines. Je vous dis ça parce qu'on a quand même vécu, il n'y a pas si longtemps, quelque chose qui nous reste un peu en travers de la gorge, c'est que le département du Val-de-Marne avait quand même proposé de financer un festival invitant une association qui s'appelait Urgence, notre police assassine. Et ça nous semble quand même complètement contraire à nos valeurs républicaines. Donc par contre, autant nous continuerons à faire vivre les associations et à donner des subventions pour le dynamisme de nos villes, autant il faudra que les associations répondent aux règles républicaines de laïcité et de valeurs républicaines. c'est exactement ce que je sous-entendais. Merci Nicolas, on se connaît bien. Il y a des choses qui vont sans le dire, mais ça va mieux en le disant. Voilà. Ah, quelle place prendra le sport? Encore le Ah, même thème. il y a des sportifs Ah, ce soir. et le handisport dans votre programme et donc dans la préparation des JO 2024. Le sport essentiel, les JO 2024. Alors bon, on va peut-être passer encore un petit coup de pas content. Le Val-de-Marne n'a rien obtenu, contrairement aux deux autres départements de la petite couronne, concernant les JO 2024. Comme l'autre consolation, le département du Val-de-Marne sera seulement un lieu d'entraînement. Euh, Aujourd'hui, il y a le sport, mais il y a le handisport. Nous avons des sportifs en situation de handicap qui ont des performances incroyables. Ce sont aussi des sportifs et nous les mettrons à l'honneur. Alors, il n'est peut-être pas trop tard aujourd'hui pour rattraper ces choses. Euh, les JO 2024, bon, dans 3 ans, euh, en nous y mettant tous, chacun dans nos villes, les uns avec les autres, le département pourra peut-être récupérer des choses plus intéressantes que ce qu'on a eu aujourd'hui en étant juste centre d'entraînement. C'est notre souhait, notre vœu, nous y mettrons voilà, notre volonté. Alors, question suivante. Qu'est-ce qui peut être fait pour le carrefour de l'Europe? De Rungis. Ça, c'est pour toi. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. C'est un sujet également qui tient à cœur de notre maire Bruno Marcillo. C'était dans notre programme de campagne pour les municipales. Le Carrefour de l'Europe dépend du département. Beaucoup de choses peuvent être faites. Nous souhaitons faire une bretelle supplémentaire pour délester ce carrefour. Cela sera du ressort du département. Cela coûte de l'argent. Alors bien sûr, si
moi, premier maire adjoint de Rungis, voilà, je suis dans une position intéressante au département, donc je pourrais bien sûr plus œuvrer pour ce genre de choses avec Nicolas à mes côtés. Euh, voilà, beaucoup de choses peuvent être faites. Des radars de feu, du délestement, du délestage, des voies de sortie et d'entrée, beaucoup de choses. Bruno Marcillo a beaucoup d'idées. On nous l'aiderons pour l'argent. Et il est aussi clair que pour avoir fait une réunion à l'époque avec le vice-président du département sur le sujet, bah on a clairement compris que c'était pas sa priorité, hein. Que aujourd'hui, quand on a posé les questions, on a bien compris que c'était pas vraiment pour eux le sujet majeur. Alors que pour vous, et notamment pour les Ragissois, mais aussi pour les Chevillais qui vont à Rungis, mais aussi pour les Tiésiens Bien qui vont à sûr, Rungis, bien sûr. c'est un enjeu majeur. Se retrouver coincé des, de très longues minutes à l'entrée de Rungis, c'est très agaçant. Et il y aurait des moyens faciles pour améliorer les choses. Et pour l'instant, le département n'a même pas voulu regarder. Donc nous le ferons. Voilà. Un petit merci au passage justement à Bruno Marcillo et à notre police municipale de Rungis qui dès notre élection à la tête de la ville, avait mis en place notre PM pour favoriser la circulation, mais nous ferons du long terme avec des gros travaux. Nicolas, Oui, on a une je question sais que tu sur, as réfléchi. on a une question sur l'intégration des publics en situation. Enfin, avez-vous réfléchi à la problématique de l'intégration des personnes en situation de handicap? Enfin, en fait, oui, on y a réfléchi parce que c'est un vrai sujet pour le département. On vous dit tout à l'heure, le social, c'est la grande compétence du département. Et le traitement actuel par la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, est très problématique. On parlait tout à l'heure des délais, qui sont déjà inacceptables, mais il y a aussi d'autres sujets. D'abord, et là c'est une proposition qu'on partage avec la région, on a par exemple la PAM, vous savez, ce dispositif de transport des personnes en situation de handicap à travers le département. Sauf que quand vous êtes, par exemple, une personne en situation de handicap dans le Val-de-Marne et que vous avez besoin de vous faire soigner par un personnel de santé dans les Yvelines, ou dans l'Essonne, ou dans un autre département, ou simplement à Paris, eh bien c'est pas le même dispositif. Donc vous pouvez pas, donc vous débrouillez tout seul. Et ça, c'est une aberration. Donc là, on va avoir un partenariat avec la région pour permettre de mettre en place une PAM interdépartementale entre l'air. Pour le prix d'un ticket de métro, vous pourrez vous déplacer entre les départements dans le cadre de ce dispositif. Autre sujet aussi, on a une particularité en Val-de-Marne, c'est qu'on a énormément d'associations, notamment pour les publics en situation de handicap. Je pense par exemple, chacun sait, à certaines associations de TIE, par exemple, une association pour les malvoyants. Typiquement, ces associations, elles n'ont pas de moyens de se voir les unes les autres, elles n'ont pas de moyens d'avoir des contacts les unes les autres. Elles n'ont pas de moyens d'avoir un réseau entre elles, d'échanger, et ça sera l'un des rôles du département, de permettre à ces différentes associations qui parlent à des publics divers de se retrouver et de voir ensemble leurs problématiques afin de pouvoir y répondre ensemble avec le soutien et l'aide du département. Ah, ça c'est pour moi. Ah oui. Le carrefour de la Libération à Thiers, village, est souvent embouteillé. Que faire? Alors, pour moi, c'est le carrefour de la Résistance plutôt que le carrefour de la Libération. Mais le carrefour en face d'Ikea, vous savez, pour les Thiésiens, c'est quand vous arrivez et que vous passez par Ikea et que vous allez revenir sur l'avenue de Versailles pour rejoindre Thiers. C'est un carrefour qui est toujours embouteillé pour deux raisons. D'abord, vous avez une partie des gens qui vont chez Ikea ou à Thiers Village qui n'ont pas compris qu'en fait, il y a une sortie d'après qui permet de ne pas bloquer le rond-point. Et puis surtout, il y a un problème qu'on connaît tous, c'est on passe de deux voies sur une voie, donc ça diminue beaucoup. Il y a un projet en cours, puisque avec le prolongement du TVM, qui va rejoindre toute la fameuse zone Senia que la mairie de Thiers, avec Richard Delagnola, est en train de rénover, l'idée c'est qu'on va en permettre on va en profiter de ce prolongement du TVM pour également retravailler ce rond-point et permettre d'avoir un rond-point plus adapté et moins embouteillé, parce qu'on sait très bien, notamment le samedi, que c'est un vrai problème pour les Thiésiens. Un petit hommage amical et Bien sûr. à Richard. Mais rien ne serait possible s'il n'avait pas Voilà. été là. Et c'est vrai que Richard a fait quelque chose de fabuleux avec ce Thiers Village, avec des boutiques, voilà, Ikea qui attire beaucoup de monde, bien sûr. Donc c'est embouteillé aussi parce que il y a beaucoup de monde qui aime aller faire le shopping là-bas. Une autre question? Alors je pense que quelle est votre position par rapport au T12? Quel avenir? Je pense que quand on parle du T12, vous parlez de l'EPT12, c'est-à-dire de l'établissement public Grand Orly Seine-Bièvre.
Ah, Bon, alors, comme vous le quoi vous savez, répondre? allez, on va parler un peu du millefeuille administratif. Allez, c'est compliqué là, mais on y va. Allez. Allez, on y va. Après les taxes foncières, c'est sympa, merci pour le cadeau. Euh, vous savez qu'on a la particularité en Ile-de-France, on est les seuls à avoir non pas 5 et non pas 4 strates administratives, mais 5. Ailleurs en France, vous avez l'interco, la commune, le département, la région. Nous, on a 2 intercommunalités, le PT, l'établissement public territorial, et la métropole du Grand Paris. Quand la loi est passée, l'idée de départ, c'était de dire on va faire des bassins de vie d'environ 300 000 habitants. À l'époque, on a été quelques-uns, et notamment avec Richard Desagnola, mais aussi à l'époque avec le maire de Chevilly, mais aussi à l'époque avec des maires de différentes sensibilités politiques, pour dire que notre bassin de vie à nous, c'était le Grand Orly. C'est-à-dire être autour de ce bassin d'emploi qui est le Orly et le mine de Rungis. Et donc ça avait une vraie logique. Sauf que la logique de vie des habitants n'était pas vraiment la logique politique de l'époque. Et le découpage qui a été fait a créé un monstre territorial de 700 000 habitants, 24 communes, la plus grosse Vitry-sur-Seine, environ 100 000 habitants. Le GOSP, le Grand Orly Seine-Bièvre. Et la plus petite, Ablon-sur-Seine, je crois que c'est Ablon la plus petite, oui. Qui en effet est très difficile à gérer. Surtout qu'avec 24 communes de différentes sensibilités politiques, on a du mal à se mettre d'accord et ça devient en effet très compliqué. Très sincèrement, il y aura sans doute, on peut penser, d'ailleurs on l'a toujours dit au groupe, qu'il y a sans doute des strates territoriales en trop. Bien sûr. Et il n'est pas inenvisageable de penser que le territoire est peut-être la strate un petit peu en trop, tout au moins telle qu'elle est pensée aujourd'hui. C'est-à-dire que cette strate pour nous, c'est-à-dire ce grand territoire de 24 communes, est incompréhensible. C'est ça. Et pas très pratique, parce qu'en réalité, il n'a rien simplifié, il a même complexifié beaucoup de choses qui marchaient. C'est pour ça que votre question, quand on l'a vue, on est resté un petit peu pantois. Voilà, Nicolas, vous avez répondu. Mais les questions techniques, je veux bien, mais pas trop quand même. Alors, comment faire mieux pour la création de places en crèche? Oui, là, les places en crèche. Aujourd'hui, le département offre comme mode de garde les crèches. Les crèches du département. Nous voulons diversifier ce mode de garde. Permettre aux parents de choisir leur mode de garde. Assistante maternelle, nounou, crèche privée, voilà, tous les modes de garde. Nous envisageons déjà de créer 1000 places supplémentaires. Alors, je ne vais pas vous dire 1000 places en crèche, 1000 places de garde qui peuvent être ceux cités précédemment, nounou à domicile, micro-crèche, crèche privée. Voilà. Pouvoir un peu à la demande des parents en fonction de leur vie, de leur quotidien, faire en sorte qu'ils partent travailler serein. Sachant que je pense que si tu me permets, on peut aussi rajouter quand même que aujourd'hui, la majorité départementale, sa seule unique vision, c'est la crèche départementale. Point. Et le plus drôle, c'est qu'ils annoncent partout on a tenu nos engagements. Ils ont tellement tenu leurs engagements qu'ils avaient promis la création de 500 places en crèche en 2015, c'est-à-dire qu'entre 2015 et 2020, il va y en avoir 500. Il y en a 80. Donc autant dire que les promesses sont loin d'être tenues. Mais c'est aussi parce que la vision de la crèche départementale est une vision un peu passée, parce qu'il y a plein d'autres solutions. Ce que vient de dire Patricia, c'est qu'il y a vraiment une diversité d'offres d'accueil des jeunes enfants, et que ce qui est intelligent, c'est de s'adapter aux besoins des Val-de-Marnais, et de leur proposer des choses qui répondent à leurs demandes. Voilà. Donc c'est ça que nous voulons faire. Un parent heureux est un enfant heureux. Voilà. Ça, c'est vraiment important. Et réciproquement. Et réciproquement, bien sûr. Bien sûr. Ah, pourquoi les délais de la MDPH des traitements des dossiers sont aussi longs? Peut-être que c'est pas bien organisé. Non, mais il y a certainement un peu de ça. Il y a certainement un peu de ça. Le problème, c'est qu'on a une administration qui on peut penser vraiment à une réorganisation et une amélioration des services. Je vous le dis tout de suite parce que je sens que certains pourraient l'envisager. L'idée, c'est pas de dire on va diminuer le nombre de personnel, pas du tout. Non. Par contre, on peut réorganiser intelligemment. Et d'ailleurs, il y a eu quand même un rapport de la Cour des comptes, pas très ancien, il y a 3-4 ans, qui a quand même fortement mis en garde sur la gestion actuelle du personnel du département et qui a donné pas mal de consignes. C'est la Cour des comptes. Et typiquement pour la MDPH, on peut penser qu'il faudrait une meilleure organisation, plus à l'écoute des besoins des Val-de-Marnais et plus adaptée
parce que c'est vrai qu'attendre 9 mois pour avoir droit à une aide sociale quand on est dans une situation de handicap, c'est pas acceptable. Et à l'écoute également des 8 000 agents du département qui ont peut-être aussi envie de mobilité, de partir sur un nouveau service, d'être reboostés dans leur quotidien au travail. Voilà. Après 46 ans gérés par une même équipe, en effet, nous aurons un gros travail et nous avons vraiment envie de effectuer ce gros travail d'audit à tous les niveaux. À tous les niveaux. Nous sommes motivés pour. Oui, Quelles seraient vos premières actions? L'audit, l'état des lieux du département, l'état des lieux réels de tous les collèges, les services sociaux, les compétences du département. C'est vrai que c'est compliqué tout ça quand on n'est pas dedans. Nous, c'est notre quotidien. Mais comme disait Nicolas, il y a différentes strates. Chacun ne s'occupe pas des mêmes choses. Si je parle de la scolarité, voilà, ce sont les villes qui gèrent les maternelles et les élémentaires. Bon, bien sûr, il y a l'éducation nationale à côté, hein. Après les collèges, le département avec l'éducation nationale. Les lycées, la région, avec l'éducation nationale. Voilà. Chacun a des domaines de compétences. Le département gère l'action sociale avec les différentes actions sociales, les grands équipements, les voiries départementales, les collèges et l'aménagement urbain. Donc nous ferons déjà un état des lieux de tout ce que nous, le département, gérons. C'est déjà beaucoup. Et ensuite, nous créons les partenariats avec la région et avec tous les acteurs pour que, ensemble, nous soyons plus forts pour améliorer et réveiller ce département de Val-de-Marne. mais exactement. L'idée, c'est vraiment de changer les choses. Et vous avez reçu notre programme tous dans les boîtes aux lettres. Et vraiment, l'objectif, c'est de faire. On vous a fait des promesses concrètes qu'on veut tenir. L'idée, c'est pas de vous noyer sous des centaines de promesses qu'on ne pourra pas tenir. Pour l'instant, vous en donnez une vingtaine. Il n'y en aura pas énormément d'autres. On préfère des choses concrètes, faisables, et sur lesquelles on vous rendra des comptes à la fin du mandat, parce qu'on l'aura fait. Et l'idée, c'est donc on va d'abord, dans un premier temps, voir la situation actuelle du département, puis mettre en place les premières mesures. Alors, en clair, c'est qu'on a, dont on a parlé, lancer la plantation des arbres, lancer la vidéoprotection, toutes ces grandes mesures qui sont importantes, qu'il va falloir lancer très vite. Le kit emploi, Le kit emploi, les panneaux photovoltaïques, les tout places en ça. crèche, les collèges, les réhabilitations des collèges, des cours. Mais tout ça, l'idée, c'est de les lancer parallèlement, rapidement, pour pouvoir, à la fin du mandat, que tout ce qu'on a promis soit fait. Et nous sommes tous, avec Nicolas, moi, mais aussi tout notre groupe, hein, notre groupe de l'opposition, la minorité départementale actuelle, dans cette optique. Nous travaillons depuis des années ensemble et nous avons la même vision des choses. Donc c'est fluide, c'est fluide. Voilà, c'est... Voilà. Si vous êtes élu, la carte améthyste serait-elle maintenue ou élargie? Je pense que la question, c'est pas la carte améthyste, c'est le remboursement de la carte améthyste, à mon avis. C'est ça. Non seulement ça sera maintenu, mais en plus, comme non seulement on l'a voté, Mm. et puis entre-temps, Valérie Pécresse l'a même prolongé Bien sûr. avec le Pass Navigo Navigo, Senior, si j'ai de oui, mémoire, c'est ça. qui a été mis en place pour toute l'île de France. Donc bien sûr qu'on le maintiendra, puisque non seulement on l'a voté, mais en plus la région l'a soutenu. Bien sûr. Et que pour tous ces jeunes, le remboursement du Pass Navigo aussi à 50%, c'est très important. Et bien sûr, nous continuerons ceci pour les jeunes. Mais de la même manière, le remboursement à 50% du Pass Navigo, bah, la majorité en place s'en félicite, à raison, c'est une très bonne chose, mais c'est une tellement bonne chose que c'est une idée qu'a soutenue notre groupe au tout début, il y a plus de 15 ans. Et donc, bien sûr, on ne viendra pas dessus, on va le maintenir, parce que c'est important. Tout à fait. Alors, quels sont vos projets pour le logement social? Oui, nous avons également beaucoup de projets pour le logement social. Déjà, nous voulons aider les gens à acquérir leur logement. Le logement social, c'est une chose. Aider les gens à être propriétaires, c'est important. Aujourd'hui, certaines villes ont plus de 70% de logements sociaux. La loi exige 25% de logements sociaux. Certaines villes en ont 40. Déjà, une uniformisation de ce pourcentage qui doit être de 25. L'idée, c'est très clairement que nous soutenons la construction de logements sociaux. La loi les fixe à 25. L'objectif pour toutes les communes, quelles qu'elles soient, est d'aller à 25. Et contrairement à ce que voudraient dire certains, il n'y a pas une ville dans le Val-de-Marne qui est contre les logements sociaux. Bien sûr que non. Mais encore une fois, on en revient à ce qu'on disait au tout début de notre intervention tout à l'heure. C'est vraiment une différence d'interprétation des choses. Notre vision, c'est on pense, on n'est pas forcément dans un logement social toute sa vie. Et on peut aussi avoir envie de devenir propriétaire.
Et c'est pour ça que l'une des propositions qu'on porte, c'est la création d'un office foncier départemental solitaire. En gros, l'idée, c'est on diminue les coûts, le département, avec un bailleur social, achète un terrain. On construit dessus un immeuble. Eh bien, on ne vend pas le terrain du foncier de départ, on vend juste l'immeuble, qui coûte donc grosso modo 40% de moins que ce que ça coûterait ce que ça coûterait un appartement classique. Ce qui devient donc beaucoup plus facilement atteignable et beaucoup plus effectivement accessible pour quelqu'un. Et donc notre objectif, c'est que les gens deviennent propriétaires. Parce qu'on pense que c'est aussi un projet de vie. Et qu'au cours de sa vie, on peut avoir envie de devenir propriétaire. Et que on est là aussi pour permettre à tout le monde de pouvoir devenir propriétaire. Aussi, dans les villes qui ont un fort pourcentage de logements sociaux, arrêter ces logements sociaux, mais aider à la rénovation des logements sociaux existants. Certains logements sociaux gérés par certains bailleurs que je ne nommerai pas ce soir, mais que nous connaissons très bien, sont dans des états catastrophiques. Nous avons souvent intervenu avec Nicolas pour aider ces gens qui étaient logés vraiment dans des conditions déplorables, faire un audit de ces états de logements sociaux et aider à la rénovation de ces logements. Oui, on pense que la qualité de vie, c'est primordial. Et d'ailleurs, si on avait un sens à donner à tout notre engagement, c'est d'améliorer la qualité de vie. Et concrètement, les grandes barres d'immeubles, comme on le voit encore malheureusement trop souvent dans certaines villes du département, c'est pas notre vision de l'urbanisme. Non. Et ce qu'on veut, c'est vraiment que les gens aient une qualité de vie. Et qu'ils soient dans le social ou pas dans le social, ça n'a aucune importance. Le niveau de leur qualité de vie doit être le même. Et l'objectif, c'est vraiment de créer cette mixité sociale réelle. Beaucoup de monde en parle, nous on le fait. Oui. Qu'est-ce qui existe ou peut-être pour les personnes âgées ayant encore une mobilité? Il t'a manqué un mot à mon avis. Peut-être fait. Qu'est-ce qui existe ou peut être fait pour les personnes âgées ayant encore une mobilité? Heureusement que ça dépend ce que vous appelez des personnes âgées déjà. La location peut-être d'autonomie pour rester à domicile, non? C'est ça peut-être, je ne sais pas, c'est la question. Oui, là je sais, on comprend pas très bien ce que vous voulez dire. Aider les personnes à rester à domicile, si la personne peut préciser sa question. Oui. On va prendre une autre question en attendant, on reviendra sur celle-là. Si vous êtes élu, proposerez-vous des rendez-vous similaires en visio ou physiquement afin de nous informer de l'avancée des projets et que nous puissions échanger avec vous? C'est une excellente idée. Bien sûr, c'est une bonne idée. Alors déjà, nous avons des permanences, Nicolas et moi. Nous avons des permanences tous les mois. Nous avons un numéro de téléphone et nous avons toujours répondu ou reçu les personnes qui souhaitaient nous rencontrer. Sur les panneaux, pardon Nicolas, sur les panneaux électroniques des villes, vous avez aussi nos coordonnées pour nous contacter et bien sûr. Et je crois qu'on a, Patricia comme moi, toujours considéré que c'était une évidence pour nous de répondre à toutes vos demandes, que ce soit par téléphone, par mail ou autre. On a systématiquement répondu au cours de notre mandat à toutes les demandes et on est intervenu systématiquement. Ensuite, on voit ce qui a pu se passer, on est systématiquement intervenu. Alors, on nous dit qu'il reste 10 minutes. Donc, on va avoir le temps de prendre 2-3 questions. Oui, encore quelques questions. Merci à vous tous d'être aussi présents et aussi réactifs. Quid des pistes cyclables? Relier la Nationale 20 et le parc de Sceaux, par exemple. Pas facile, en effet. Bien sûr, les pistes cyclables, c'est très important. Ça fait partie de la qualité de vie également. Pouvoir se déplacer à vélo en toute sécurité en région parisienne, c'est compliqué, c'est difficile. Mais cela fait partie aussi de notre ambition. Et là, les transports, c'est en grande partie la région. Et la région met en place un RER vélo, avec l'idée d'avoir un grand projet de vélo sur toute l'île de France, et pour lequel nous passerons par les grands axes départementaux. Mais encore une fois, là aussi, on a une différence entre la majorité actuelle et nous, c'est que nous, on n'oppose pas les gens. Et on n'a pas la vision des méchants automobilistes contre les gentils vélos. Mais on a la vision on peut se trouver, et on peut trouver une solution pour que tout le monde puisse vivre ensemble. Voilà. Surtout que, et je crois que dans nos villes, ça nous concerne directement, eh bien, c'est bien gentil de dire qu'il faut prendre le vélo. Maintenant, pour un Thiésien, aller à vélo à Paris, c'est pas forcément simple. Pour un Thiésien, pour reprendre la ville que je connais le mieux, pour aller en transport en commun à Paris, c'est très bien en journée, sauf qu'après 11h30, vous ne pouvez plus rentrer. Donc oui, bien évidemment, il faut lutter contre la pollution atmosphérique, bien sûr. Mais on devrait d'abord mettre en place des transports, et ensuite inciter les gens à prendre les transports. Et pour l'instant, grâce à Valérie Pécresse, il y a eu un énorme travail de fait depuis 6 ans, il y a encore du boulot. Et pour l'instant, lutter contre les voitures, avoir une guerre contre les voitures, ça ne semble pas forcément être la bonne idée. On n'est pas là pour opposer, on est là pour travailler ensemble. C'est très bien dit. Chacun doit trouver
tout comme son mode de garde pour son enfant, son mode de circulation, voilà, pour être... voilà. Tu as très bien dit, Nicolas, tu n'as rien ajouté finalement. Non, mais encore une fois, mais je crois qu'on est assez Ouais, on est assez oui. d'accord là-dessus. C'est vraiment l'idée, c'est de nous adapter aux besoins Mm. et de nous adapter réellement à ce que veulent les gens. Et arrêter d'avoir une vision sectaire des choses, Mm. mais avoir vraiment une vision d'intérêt des gens. Et notre excellente présidente de région, Valérie Pécresse, bon, vous avez compris que je suis fan, hein, a aussi mis en place des aides pour les vélos. Les vélos. Comme Et, certaines villes. voilà. Et tout le monde ne le sait pas. Concernant l'isolation thermique des immeubles anciens, y a-t-il des aides qui sont ou seront prévues à l'avenir? On en a un petit peu parlé déjà, des aides pour la rénovation, mais c'était pour les logements sociaux. Alors, Alors, ça, moi, alors en réalité, ça existe déjà. Sauf que c'est tellement peu su que je crois qu'on a moins de 150 logements thermiques subventionnés enfin, de rénovation thermique subventionnés par le département chaque année. Donc en effet, c'est une évidence. Si votre logement est bien isolé, bah, il n'y a pas de sortie de sortie de chaleur, donc bah, vous avez moins besoin de mettre de chauffage. C'est ça l'isolation thermique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne le savent pas. non. Et donc, bien évidemment, on continuera ce qui est fait, sauf qu'à la différence de ce que fait la majorité actuelle, on communiquera dessus pour que les gens puissent réellement faire isoler leur vieux logement et surtout profiter accessoirement de l'aide de l'État parce que l'État aide à ces isolations si on dépasse plus de 150 logements par an, ce que le Val-de-Marne ne fait pas. Mais aider aussi à la réalisation des dossiers, parce que les dossiers sont souvent très fastidieux à constituer, et au final, certaines personnes ne récupèrent pas l'aide parce qu'il manque une petite chose, un petit truc, et voilà, c'est compliqué. Ah, on nous dit qu'il faut On, qu'on on, arrête. on se rend On aurait compte. bien continué, hein. Oui, finalement, on On se est disait bien là. qu'une heure et quart, ça nous semblait long. Finalement, ça nous a paru très très Finalement, on court. est bien. J'espère que vous aussi. Eh bien, Ah, j'ai un message qui apparaît à l'écran, qui est magnifique. Je peux le lire? Bruno Marcillo, notre maire de Rungis, je suis fan également. Je suis sûre que vous tiendrez toutes vos promesses. Avec ton aide, mon cher maire, avec l'aide de Richard Delaniela, tous ensemble, Valérie, la région, le département, bien sûr, ensemble, on est plus fort. Et le but est de travailler tous ensemble pour le bien-être de tout le monde. Merci Bruno. merci. Ah, une Allez, dernière question, nous dit la une régie. toute Une dernière dernière question. question. Ah bah, il faut qu'on brode en attendant la dernière question en fait. Ah, qui arrive, la dernière Bon, question. donc il y a, Est-ce qu'on a parlé, voilà, tous nos sujets, on voulait parler, voilà, l'emploi, les crèches, les collèges, l'écologie, tous nos sujets de programme qui nous tiennent tant à cœur, Nicolas. La sécurité, bien sûr, les grands thèmes, la ah oui, mobilité, si, un petit sujet pour Thiers. Un petit sujet, on se battra, que ce soit pour Thiers ou pour Rungis notamment. et Chevilly. Non, Non? Thiers et Rungis, parce Ah, que Chevilly n'est pardon, pas concerné. d'accord. Pour l'autoroute et pour les murs anti-bruit Ah sur oui. l'autoroute, que ce soit la 86 ou la A106, parce que c'est un vrai sujet. Et même si c'est l'État qui doit installer ces murs anti-bruit, l'État ne le fait pas. Et si on était aidé un peu plus par le département pour obtenir ces murs anti-bruit, ça permettrait quand même d'améliorer fortement la vie de beaucoup de Thiésiens et de Rungissois. Les Chevillers, pour le coup, ne sont pas concernés parce qu'il n'y a pas ces autoroutes-là qui passent à côté de chez eux. Oui. Et c'est vrai qu'avec Nicolas, bon, nous avons été dans la minorité, dans l'opposition pendant 6 ans, mais malgré cela, nous sommes quand même contents de nous, parce qu'on a essayé quand même de faire des choses pour vous au quotidien, pour toutes les tranches d'âge, pour nos 3 villes, vraiment avec le cœur, et comptez sur nous pour continuer à faire cela. Avant de conclure, on prend la dernière question. Encore? Avez-vous Ah, les une carrefours idée? thiésiens, ça intéresse beaucoup les Thiésiens. Avez-vous une idée pour désengager le carrefour de l'ex-Bricorama à Thiers et surtout sur son accessibilité venant de l'avenue du Général de Gaulle? C'est une excellente question. Ce carrefour, il pose problème depuis l'arrivée du tramway. Parce que comme vous le savez, c'est non seulement un rond-point, mais il y a aussi le tramway qui passe. Et en effet, depuis le départ, ce qui est aberrant, c'est ce passage de 2 voies sur une voie que personne ne respecte pour repasser sur 2 voies. Donc il y a en effet un travail à refaire là-dessus. Mais le département ayant été très content de ces travaux au moment où ils ont inauguré le tramway, on va avoir du boulot. Mais en effet, il va falloir qu'on travaille pour améliorer cette circulation à cet endroit-là. C'est en effet un point important et sur lequel il va falloir qu'on soit particulièrement attentif. Alors, on nous dit qu'il faut arrêter. C'est vrai qu'on aurait bien continué. Peut-être qu'on refera un Facebook Live avant les élections, qui On sont attendra vos retours. voilà, en fonction de vos retours.
On appréhendait que Nicolas. Finalement, c'était super de pouvoir vraiment échanger avec vous, de pouvoir dérouler notre programme, nos envies pour vous. Donc, comme les élections sont les 20 et 27 juin, peut-être que, si vous le souhaitez vraiment, on refera un Facebook Live. Et en attendant, on va continuer à venir à votre rencontre, donc n'hésitez pas à venir nous voir. On va aussi vous allez continuer à recevoir des documents, notre programme dans pas longtemps, différents documents qui vont arriver. On compte vraiment sur vous, on a besoin de vous pour réveiller le Val-de-Marne. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Merci beaucoup. Merci à Merci, mon tous. Nicolas. Allez, à très bientôt. Au revoir.